Ousmane Niang. À la mise en onde de ce journal, Abdoulaye Diop, d'abord cet avis de vent fort au large de Dakar et sur la petite côte. La direction de l'exploitation de la météorologie annonce un vent momentanément assez fort de secteur nord pouvant atteindre ou dépasser 40 km à l'heure. Les intempéries sont prévues entre ce lundi 28 décembre à 16h et demain mardi à 6h du matin. Il s'agit d'une alerte jaune car les phénomènes dangereux prévus pourraient occasionner des accidents en mer. La météo invite les usagers de la mer à la vigilance et à se tenir au courant de l'évolution de la situation tout en suivant les conseils de sécurité émis par les pouvoirs publics. Passons maintenant à ce SOS pour Sadio Ousmane Diédhiou, un étudiant en médecine en année de thèse. Il souffre d'une maladie que l'on appelle l'aplasie médulaire et sa prise en charge nécessite 288 millions de francs CFA et c'est en France qu'il devrait aller se soigner. Aujourd'hui, ses camarades médecins ont lancé une collecte. 26 millions de francs ont été mobilisés. D'autres détails avec vous, Awambaye. Et c'est en 8e année de médecine, en plein stage rural à Saraya, que la maladie l'a attaqué. Sadio Ousmane Diédhiou, 29 ans, souffre d'une pathologie grave et dont la prise en charge n'est pas simple. Ça fait 1 an que je souffre d'une maladie et actuellement, ça fait le tour des réseaux sociaux. Depuis 1 an, on m'a diagnostiqué une aplasie médulaire. Ses activités sont au ralenti parce que sa maladie évolue. C'est le signe d'anémie en général parce que j'ai des difficultés d'effort. Des difficultés à respirer quand l'anémie est sévère. Quand je marche, je suis le plus souvent essoufflé. Parfois, j'ai des saignements et c'est dû à la thrombopénie et des risques d'infection sévères. Dr Mbaye Sène est membre du comité de collecte pour la prise en charge de son camarade. Il s'agit d'une aplasie médulaire, une maladie connue, mais malheureusement notre plateau technique n'est pas capable de le prendre en charge et une évacuation dans d'autres horizons est obligatoire. La France a répondu avec un devis estimé à 288 millions de francs CFA. La famille, les collègues, nous ne disposons pas de cette somme et nous avons donc lancé à travers les réseaux sociaux donc une campagne de collecte de fonds. L'objectif n'est pas encore atteint, mais Dr Mbaye Sène et ses camarades gardent espoir. Jusqu'à la mise à jour d'hier à 22h, nous étions à 26 millions. Après donc une collecte de 3 jours ou de 2 jours. Donc la première chose qu'il fallait préciser, c'est que ce dossier évolue depuis plus d'1 année. Et il y a de cela au moins 3 mois, nous avons fini d'écrire à toutes les institutions de ce pays, à commencer par la présidence de la République, le ministère de la Santé. Guérir, tout simplement, c'est le vœu le plus ardent de Sadio Ousmane Diédhiou, un étudiant en médecine qui veut réaliser son rêve, soigner et sauver des vies. Oui, c'est ça ma vocation et c'est ça mon rêve. Reportage à Wambaye. Encore 2 décès enregistrés hier dimanche parmi les malades de Covid-19 selon le point du jour effectué par le ministère de la Santé et de l'Action sociale ce matin. 35 cas graves sont actuellement pris en charge en réanimation. Autre chiffre du jour, 1194 tests ont été effectués dont 119 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 9,97%. 95 patients ont été déclarés guéris. 1306 malades sont actuellement sous traitement. À Saint-Louis, un relâchement des populations est constaté au moment où la région enregistre de plus en plus de cas. Avec la 2e vague du coronavirus dans le secteur du commerce, notamment dans les boutiques, le lavage des mains et les gestes barrières ne sont plus respectés, d'où le plaidoyer porté par les boutiquiers qui invitent leurs collègues à plus de vigilance et de respect des mesures. Mohamed Nabissila. Saint-Louis n'est pas épargné par cette 2e vague de coronavirus. Pour preuve, la région est régulièrement citée dans les statistiques. Aujourd'hui, le relâchement est constaté dans plusieurs secteurs, principalement dans certains lieux d'activité, notamment chez les boutiquiers. Invité par Ibrahima Diallo, un des commerçants installés en face de la gare routière, à respecter les gestes barrières afin d'éviter la propagation du coronavirus. Dans les boutiques, les échanges sont multiformes et nous avons beaucoup de consommateurs qui viennent régulièrement. C'est pour cela que nous conseillons pour les commerçants de mettre des bassines pour le lavage des mains et d'insister sur les gestes barrières. Il y va de notre sécurité sanitaire et notre sécurité au travail.
Voyez-vous, chacun doit être ses propres services d'hygiène, être ses propres services de police. Le relâchement n'est pas normal. Nous, boutiquiers, nous devons prendre toutes les dispositions pour se préserver, mais également préserver nos clients du coronavirus. C'est pour cela que dans ma boutique, j'ai déjà pris toutes les dispositions nécessaires. Des efforts sont à faire par les autorités dans le cadre de la sensibilisation des corps de métier et des populations au lieu de se limiter dans la répression pour le non-respect du port de masque. RFM Saint-Louis, Mohamed Nabissi. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. Éducation sexuelle à l'école, le débat refait surface. Le ministère de l'Éducation nationale, en partenariat avec l'UNESCO, accélère la cadence pour l'introduction de cette matière dans le curriculum de l'élémentaire et du moyen secondaire. Les syndicats d'enseignants disent non. Le secrétaire général de la FENAPES n'est pas contre l'idée d'un tel programme. Il appelle même à briser les tabous. Anna Rocha. 2 ans après la polémique soulevée par l'ONG Human Rights Watch, le débat sur l'éducation sexuelle refait surface. Cela fait suite à un atelier de 3 jours organisé la semaine dernière par le ministère de l'Éducation nationale. Le secrétaire général du QSEMS Authentique dénonce une accélération du processus de validation du programme. Un petit souci technique, nous restons sur ce sujet, donc le projet d'introduction de l'éducation sexuelle en milieu élémentaire et moyen élémentaire. Enseignants et les enseignants et la présidente du gouvernement scolaire disent non à ce projet. Ils craignent une déviance précoce des jeunes élèves à cause de la question genre, ce qui est à l'encontre des règles culturelles et religieuses. Pape Balagay. Non à l'introduction de l'éducation sexuelle en milieu élémentaire, le sentiment le mieux partagé par les enseignants de l'école Berthe Maubert de Dakar. Habité par la peur de voir les enfants dévier, Henriette Tine émet des réserves sur la question. Ce qu'on appelle sexualité entre hommes et femmes, quand on en parle avec nos élèves, on leur dit c'est pas votre âge, vous n'êtes pas à ce niveau, donc il faudra éviter de faire ceci et cela. Mais l'enfant a toujours besoin d'expérimenter. Donc ils essaieront peut-être de dire à quoi ça ressemble la sexualité entre l'homme et l'homme, entre la femme et la femme. Moi je dis pas que l'enfant le fera forcément, mais on a peur que certains enfants prennent la liberté d'essayer et d'expérimenter. Tenu par le devoir de remplir sa part du contrat en tant qu'enseignant, M. Diatta ne cache pas pour autant ses inquiétudes. Son souhait, voir l'État retirer un tel projet. C'est un problème. Donc je souhaite que l'État, en tout cas les gens qui y travaillent, les experts, ils réfléchissent davantage. Parce qu'il ne faut pas vouloir entrer dans le sujet comme ça, sans pour autant qu'on ait suffisamment d'informations. Il faut se préparer, parce que c'est une société où il y a beaucoup de tabous. Et nous avons nos croyances, surtout religieuses. Donc il faut qu'on y veille. Interpellée sur la question, Aminata Diagne, la présidente du gouvernement scolaire, n'est pas prête à adopter les 10 projets. C'est bon pour les grands, mais pas bon pour les enfants, parce que les enfants ne sont pas encore prêts pour ça. De même que les membres de son gouvernement. Oui, cher. C'est pas bon pour les enfants, vous êtes encore enfants. L'introduction de l'éducation sexuelle dans le cycle élémentaire, sujet à débat, les acteurs éducatifs interpellent les autorités à respecter les us et coutumes en vigueur au Sénégal. Je vous le disais tout à l'heure, éducation sexuelle à l'école, un sujet polémique et clivant. En effet, les syndicats d'enseignants disent non, mais le secrétaire général de la Fédération nationale des associations de parents d'élèves du Sénégal n'est pas contre l'idée d'un tel programme. Il appelle même à briser les tabous. Anna Rocha. 2 ans après la polémique soulevée par l'ONG Human Rights Watch, le débat sur l'éducation sexuelle refait surface. Cela fait suite à un atelier de 3 jours organisé la semaine dernière par le ministère de l'Éducation nationale. Le secrétaire général du QSEMS Authentique dénonce une accélération du processus de validation du programme d'introduction de l'éducation sexuelle dans l'élémentaire et le moyen secondaire. Dame Bouch. Ils veulent valider cela en catimini, en écartant tous ceux qui dérangent. Même ceux qui devaient être dans cet atelier-là n'ont pas été conviés. Ce débat s'était posé et ils ont vu que les Sénégalais ont rejeté massivement cette volonté de pervertir nos enfants. Ils passent par des voies détournées pour que ce curriculum-là soit modifié. Contre toute attente, le secrétaire général de la Fédération nationale des parents d'élèves n'est pas contre l'initiative du ministère. Dame Sek appelle même à briser les tabous au Sénégal. Nos enfants
doivent avoir la bonne réponse aux questions posées dans le domaine de la santé de la reproduction ou bien dans le domaine de la santé sexuelle. Il ne faudrait pas que les enfants aillent ailleurs trouver des réponses qui ne sont pas des véritables réponses. Moi, je pense que l'éducation sexuelle, comme l'éducation, la santé de la reproduction, est une connaissance comme toutes les autres connaissances et à la portée de tout le monde. Il faudrait vraiment essayer de briser ce tabou. Nous avons joint par téléphone le porte-parole du ministère de l'Éducation qui promet de nous revenir plus tard après autorisation du ministre. L'UNESCO, pour sa part, précise qu'elle n'est qu'un partenaire technique et financier dans ce dossier. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. 12h12. Le ministre des Transports terrestres Mansour Faye reçoit à l'instant l'Union des routiers du Sénégal. Gora Khouma et ses camarades sont en grève depuis vendredi pour dénoncer les tracasseries sur la route et les problèmes liés au pesage à l'essieu. Des affrontements ont eu lieu au marché des HLM ce matin entre les marchands ambulants et les forces de l'ordre. Les commerçants dénoncent la décision de la mairie de mettre fin à l'occupation anarchique de la voie publique. Ils se disent déterminés à mener le combat jusqu'au bout pour la reprise de leurs activités. Allons maintenant à Bargny où des membres du collectif Non à Tosiali menacent de descendre dans la rue si l'État ne reconsidère pas sa décision d'autoriser cette usine de transformation du fer à s'implanter à Bargny. L'implantation de cette usine va impacter des activités comme la pêche et la transformation de produits halieutiques. Le collectif Non à Tosiali a fait face à la presse hier soir. Compte rendu, Abdou Diouf Diagne. À Bargny, le combat contre Tosiali se poursuit. L'implantation de cette usine de transformation de fer privera beaucoup de Bargnois de lieux d'habitation, déclare Oumambeng, membre du collectif Non à Tosiali. Récemment, le préfet de Rufisque a donné des lettres de conciliation, n'est-ce pas, aux populations impactées. Ce qui veut dire probablement ils vont démolir leurs maisons parce que ces lettres-là sont données récemment, donc en tout cas pour les familles impactées. La pêche, principale activité de cette commune, risque d'être fortement impactée. Les problèmes sont liés. Pourquoi? Parce que nous avons le port minéralier et vraquier qui va s'étendre sur 8 km en mer, qui va servir du transit de produits toxiques qui risquent de gaspiller complètement l'environnement et l'écosystème marin. Pourquoi? Parce que cela va forcément créer la rareté des poissons. Les conséquences seront aussi ressenties par les femmes transformatrices de produits halieutiques. Rappelons qu'à Helcom, nous avons plus de 2000 femmes qui s'activent dans la transformation des produits halieutiques. Je rappelle que le site de transformation est dans l'assiette foncière, c'est-à-dire les 100 hectares qui vont abriter Tosiali. Pour pousser l'État à reconsidérer sa décision d'autoriser l'implantation de cette usine turque à Bargny, une marche de protestation est prévue. Dans un avenir proche, je précise que tout Bargny va se lever et on va organiser une marche pour montrer au président Sall que Bargny est foncièrement en désaccord à cette zone économique spéciale. Parce que le principal responsable, c'est le président. C'est lui qui a signé par décret et qui, je rappelle, jusque-là n'est pas rendu officiel, portant la création du GES. Nous interpellons directement le président. Le collectif Non à Tosiali, qui regroupe plusieurs organisations, faisait face à la presse. RFM Rufisque, Abdou Diouf Diagne. Le reste de l'actualité, c'est Madina Baye qui se prépare à l'inhumation de Zeyda Mariama Niasse. Tout est fin prêt autour de la grande mosquée où elle doit être inhumée cet après-midi. Les forces de l'ordre ont été déployées sur les lieux. La fille d'El Hadj Ibrahima Niasse est décédée, je vous le rappelle, samedi à Dakar. Reportage Ibrahima Djamé. Depuis tôt ce matin, des versets coraniques résonnent dans la cour de la grande mosquée de Medina Baye et animent la cité religieuse. Les préparatifs pour accueillir la dépouille de Zeyda Mariama Niasse vont bon train. Les femmes balayent la cour de l'édifice religieux et tout est presque terminé. À côté, des éléments de la police se déploient pour installer des barrières. Un couloir qui conduit directement au mausolée de Baye Niasse où doit reposer à jamais, selon nos informations, Zeyda Mariama Niasse est déjà aménagé. Devant le mausolée, El Hadj Abdoulaye Niasse surveille les entrées et les sorties. Il est le gardien du temple. Mawlana Cheikh Ibrahim Niass takk der yaa ngi fi di organiser
Aux alentours de la grande mosquée, donc, tous les mouvements renvoient aux préparatifs de l'arrivée de la dépouille de Zeida Maria Mayas, dont l'enterrement est prévu ce soir après la prière de 17h. Ibrahim Djamé, Medina Baye, Radio Futur Média. RFM. L'actualité internationale. L'actualité internationale avec vous, Binta Diallo, bonjour. Bonjour Souleymane. La situation en Centrafrique au lendemain de l'élection présidentielle pour commencer. Nous avons recueilli la réaction du chef de la mission des Nations Unies en Centrafrique. Mankeur Ndiaye se désole du fait que le vote ait été perturbé dans des localités du pays. Pour l'heure, le dépouillement se poursuit et les résultats provisoires sont attendus au plus tard le 4 janvier prochain. Le voici. La situation est calme. À Bangui notamment et dans beaucoup d'autres parties du territoire centrafricain où les dépouillements ont commencé et nous attendons la publication des résultats provisoires de l'élection présidentielle au plus tard le 4 janvier. Ce que nous voulons saluer très franchement, c'est la mobilisation massive de la population, notamment à Bangui, qui est sortie exprimer son droit de vote et tout le monde l'a constaté. Ce n'est pas seulement à Bangui qu'il y a eu cette forte mobilisation, mais c'est également dans d'autres parties du territoire centrafricain où les populations sont sorties pour aller voter. Certaines populations ont été empêchées de le faire dans certaines localités que nous avons bien identifiées et également le processus a été interrompu parfois en plein déroulement dans d'autres parties du territoire national. Et par le fait des groupes armés, également nous voulons condamner fermement les appels au boycott, nous voulons condamner fermement les menaces qui ont été mises à exécution dans certaines parties du territoire. Une centaine de soldats centrafricains, selon BBC Afrique, se sont réfugiés au Cameroun. Ils ont été désarmés par l'armée camerounaise après être entrés au pays de Biya. Les raisons de leur fuite n'ont pas encore été révélées. Évoquons à présent la reprise du dialogue politique ou du dialogue politique national en Côte d'Ivoire. Le pouvoir et l'opposition Souleymane reprennent langue. C'est reparti le dialogue politique national après plusieurs désaccords et divergences. Nous retrouvons à Abidjan notre correspondante Gobia Yabi. Avant-dernier round du dialogue politique national ce lundi 28 décembre à la primature. Plusieurs points de divergence qui portent, entre autres, sur les modalités de libération des personnes poursuivies. L'opposition demande une liberté sans condition au nom de la réconciliation quand certains acteurs, notamment du pouvoir, estiment que ce serait encourager l'impunité en les libérant, exigent donc la justice et la repentance avant toute libération. Un premier point d'accord est celui de les commissions électorales indépendantes. Tous les participants sont unanimes sur la recomposition des CEI locales, tout comme sur la poursuite des discussions entre le président Alassane Ouattara et le président Rico Nambedi en y associant le président Laurent Gbagbo. L'organisation des assises nationales pour la paix et la réconciliation, pour ne citer que cela. Toutes les questions sensibles seront transmises à Alassane Ouattara, qui tranchera certainement lors de son adresse de Nouvel An à la nation. Selon plusieurs sources, dont Africa Intelligence, Alassane Ouattara et Henri Konan-Bédié ont eu un long échange téléphonique secret le 24 décembre. Ils ont convenu de revenir à la table de discussion et une rencontre entre les deux hommes serait même prévue début janvier. Gobiaï Abidjan, RFM. Pour finir, Roch Marc Kaboré, officiellement investi. À la tête du Burkina Faso, la cérémonie d'investiture se tient depuis 10 heures au Palais des Sports de Ouaga 2000. Plus de 1000 personnalités prennent part à la rencontre dans un contexte de Covid-19. Le président Macky Sall fait partie des invités du président du Faso. Arrestation à Addis Abeba d'un caméraman de Reuters, Komera Gemouchi, a été placé en détention provisoire depuis mardi dernier selon sa famille. Ses proches précisent qu'aucune explication ne leur a été donnée en ce qui concerne les raisons de cette arrestation. L'agence de presse Reuters a publié un communiqué ce lundi pour fermement condamner cette arrestation qui survient quelques jours seulement après l'agression d'un de leurs photographes par 2 policiers éthiopiens. C'est tout, Souleymane. Binta Diallo, merci. RFM Sport.
Nous accueillons à présent Malal Junior Diagne pour le journal des sports. Bonjour Malal. Bonjour Souleymanian. Dernier réglage pour la Ligue Pro avant le démarrage des compétitions. Prévu le 2 janvier prochain, après plus de 10 mois d'arrêt, la Ligue professionnelle va organiser de nouveau ses compétitions en Ligue 1 et Ligue 2. Une journée de sensibilisation et de partage sur le protocole sanitaire sera même organisée demain de 9h à 16h à l'Arène nationale à Pékin. Comment reprendre les compétitions de Ligue 1 et de Ligue 2 au Sénégal pendant cette période de pandémie? Le huis clos sera-t-il une bonne affaire pour le football local? Réponse de Thierno Dramé, journaliste à la RTS. On a un championnat qui, malgré ce qu'on peut en dire ou on pense, c'est pas le championnat le plus populaire, c'est pas le championnat qui déplace le plus de monde. Moi, pour avoir fait beaucoup de matchs en direct avec la RTS, c'est très peu de matchs où on retrouve 1000 personnes. Donc je pense que en ces termes-là, faire un championnat à huis clos, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Ça peut se faire. Maintenant, après, c'est le protocole, la question du protocole sanitaire qui va poser problème. Et je pense que c'est à ce niveau que la Ligue pourrait avoir des difficultés. Déjà que c'est un championnat qui avait du mal à drainer des foules. Si aujourd'hui on se retrouve à devoir faire un championnat sans public, c'est encore plus dramatique. C'est dramatique pour les joueurs, c'est dramatique pour la Ligue elle-même et même pour les médias finalement. Ça risque d'être très compliqué. Mais après, il faut, quoi qu'il arrive, organiser ce championnat parce que, vous l'avez dit, 10 mois sans jouer au football, c'est extrêmement compliqué. Quel que soit Alpha, il faut reprendre. Maintenant, après, tout va dépendre des conditions. Ça va pas être simple puisque devoir tester le nombre de joueurs, si vous prenez les 14 joueurs, les 14 équipes du championnat avec le nombre de joueurs qu'il y a, est-ce que c'est possible de les tester en sachant que beaucoup d'équipes ont des problèmes, ne serait-ce que pour payer des salaires. Et aujourd'hui, le prix du test, c'est quasiment la moitié d'un salaire en Ligue 1. Donc, ça s'annonce très, très, très compliqué. D'où, pour moi, l'intérêt que l'État trouve le moyen quand même de soutenir le championnat en collaboration avec le ministère de la Santé, le ministère des Sports et les instituts qui font les tests de Covid. Parce que sinon, ça risque d'être extrêmement intenable pour les clubs de Ligue 1. Malal, lutte avec frappe, les promoteurs rencontrent le bureau du CNG. Après la sortie des lutteurs eux-mêmes, c'était samedi dernier, pour réclamer la réouverture et la reprise des combats dans l'arène, les promoteurs qui ont déjà contractualisé avec certains ténors de l'arène sont reçus par les membres du bureau du CNG pour discuter des conditions de retour des combats, comment organiser ces combats, sur quelle base et dans quelles conditions. Les promoteurs se présentent les uns après les autres au niveau des membres du CNG pour discuter de ces questions. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Merci Malal Diagne Junior, il est 12h24. RFM, la presse du jour. Le travail et l'esprit d'équipe, voilà ce qui compte chez Beko. Être à l'écoute de vos préoccupations et vous offrir des solutions intelligentes, novatrices, qui vous simplifient la vie, voilà la clé du succès de Beko, qui a persuadé 447 millions de foyers à nous faire confiance. Beko, numéro 1 de l'électroménager en Europe, partenaire de votre quotidien. Jusqu'au 31 janvier 2021, toute la gamme Beko est en fait chez Electronic Corp avec des remises exceptionnelles. Electronic Corp, partenaire des grandes marques. Electronic Corp et la gamme Beko, numéro 1 de l'électroménager en Europe, vous offre votre revue de presse. La presse de ce lundi 28 décembre 2020, passée en revue par Georges Déthié-Diop. Medina Baye pleure Seyda Maria Magnas. Oui, enquête affirme que Medina Baye perd sa mère décédée à l'âge de 88 ans samedi à Dakar. Selon mon confrère, la fille de Baye Niass sera inhumée aujourd'hui à Medina Baye. Le quotidien national Le Soleil rend hommage à un serviteur du Coran. Enquête renchérie et fait état d'une vie au service de l'enseignement coranique, ce que confirme l'Observateur. Selon mon confrère, la fille de Cheikh Ibrahima Niass a consacré toute sa vie au Coran, ce qui lui a valu le surnom de Khadimatul Quran ou la servante du Coran. L'Observateur, qui a par ailleurs recueilli les témoignages de Oustas Alioussal, de Cheikh Abdoulahat Gaïndé Fatma, des collaborateurs et parents d'élèves de son école. Le témoignage aussi du chef de l'État. L'Obs et Le Soleil rapportent que Macky Sall regrette la perte d'une grande promotrice de l'éducation des jeunes filles. Quant au Khalif de Medina Baye, le quotidien gouvernemental nous apprend qu'il a été gagné par l'émotion après le rappel à Dieu de Seyda Maria Magnas. Pendant ce temps, le Khalif de Léona Niassène, lui, menace d'envoyer à
Macky Sall ses jeans. C'est ce que rapportent en tous les cas Vox Populi et le quotidien Les Échos. Selon les deux confrères, Cheikh Ahmed Tidiane Niasse prévient ainsi contre toute interdiction de la ziara annuelle de Léona Niassène dans un contexte de crise sanitaire. Le calife dit à qui veut l'entendre qu'ils vont organiser leur ziara de gré ou de force. Non sans souligner qu'il est maintenant contre le président. Quelqu'un qui n'est pas contre le chef de l'État, du moins qui n'est plus contre lui. Idrissa Seck, le patron de Rewmi et président du Conseil économique, social et environnemental, a procédé à la restructuration de son parti. Fait marquant, note Les Échos, après avoir déchu Déthié Fall de la vice-présidence, Idrissa Seck l'a rétrogradé hier au rang de secrétaire national chargé de l'industrialisation, poste que Déthié Fall a décliné en plus de donner rendez-vous aux Sénégalais très prochainement. Aminata Touré, elle, parlera le moment venu. C'est ce qu'indique Walf Quotidien qui se fonde sur une interview que l'ex-président du Conseil économique, social et environnemental a accordée à l'hebdomadaire Jeune Afrique. Entre autres sujets abordés, son ambition présidentielle, la CRI, l'audit du Conseil économique, social et environnemental, entre autres. Walf souligne qu'après avoir invalidé une éventuelle troisième candidature de Macky Sall, Aminata Touré se montre de plus en plus intéressé par le challenge. Le ministre de la Santé et maire de Yoff est-il intéressé par le challenge? Réponse dans l'entretien que Abdoulaye Diouf Sarr a accordé au quotidien Le Quotidien. Voudrait-il être le patron de Dakar? Abdoulaye Diouf Sarr répond qu'il croit que le concept de patron de Dakar est périmé. S'intéresse-t-il à la ville de Dakar ou au futur département? Réponse aux pages 6 et 7 du journal. Le quotidien qui souligne que Abdoulaye Diouf Sarr ne doute pas de la bonne santé de Benno Bokk Yakaar qui gagnerait Dakar si les locales se tenaient aujourd'hui. Il se demande d'ailleurs ce que Khalifa Sall a réalisé à la tête de la ville de Dakar depuis 2014. À la une de Sud Quotidien, la présidente de l'OFNAC, l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption, c'est Seynabou Ndiaye Diakhaté qui, de l'avis du journal, sermonne Mansour Faye. Elle a déclaré dans Objection de Sud FM que l'OFNAC, contrairement à la sortie de l'actuel ministre des Transports terrestres, peut bel et bien entendre dans le cadre de ses enquêtes un ministre. Et sous ce rapport, indique Sud Quotidien, Seynabou Ndiaye Diakhaté a annoncé que l'OFNAC a fait son travail en remettant une vingtaine de rapports au procureur de la République. L'affaire de la maison Sénégal à New York à présent, l'Observateur révèle qu'après une plainte déposée le 23 juillet dernier, l'architecte Pape Diédiou a introduit une requête le vendredi 25 décembre dernier auprès de la Cour de justice du district sud de New York. Objectif, faire condamner le Sénégal par défaut pour un préjudice estimé à plus d'$1 million US. Toujours sur cette affaire et dans l'Observateur, Pierre Goudiaby Atepa, initiateur du projet avec l'ancien président Abdoulaye Wade, revient sur toute l'histoire qui coûte aujourd'hui au Sénégal une assignation en justice devant les tribunaux américains. Un coup d'œil à présent dans Tribune. Le journal affirme que Bougane Gueye est dans le viseur du régime. Et pour cause, le journal informe que l'ARTP a lancé au directeur général du groupe des médias un commandement de payer un montant de plus d'1 milliard de francs CFA faisant également office de mise en demeure. Tribune trouve l'explication dans les prises de position du président du mouvement Gëm Sa Bopp qui ne plairait pas au régime. Un dossier à lire dans Source A, un dossier sur les crèches. Cela à la suite de l'affaire du bébé de 10 mois décédé à la cigogne bleue. Selon Source A, bon nombre de crèches fonctionnent dans l'illégalité. Le journal affirme que rares sont ces structures qui recrutent un personnel de qualité, mais aussi juridiquement, ces crèches n'ont quasiment aucune base légale. Sport pour terminer, Sadio Mané en vedette, l'attaquant des Lions, a inscrit hier son 69e but avec Liverpool. Record souligne qu'il égale Luis Suarez et est désormais le 5e meilleur buteur de l'histoire de Liverpool en Première Ligue. D'où cette exclamation de stade, Sadio, le réveil du lion. À vos kiosques et bonne lecture. Le travail et l'esprit d'équipe, voilà ce qui compte chez Beko. Être à l'écoute de vos préoccupations et vous offrir des solutions intelligentes, novatrices, qui vous simplifient la vie, voilà la clé du succès de Beko, qui a persuadé 447 millions de foyers à nous faire confiance. Beko, numéro 1 de l'électroménager en Europe, partenaire de votre quotidien. Jusqu'au 31 janvier 2021, toute la gamme Beko est en fait chez Electronic Corp avec des remises exceptionnelles. Electronic Corp, partenaire des grandes marques. La revue de presse vous a été offerte par Electronic Corp et sa gamme Beko, numéro 1 de l'électroménager en Europe.
À 12h30, c'est la fin de cette première partie de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et réalisé sous la coordination d'Elhaj Ndiogoudjen, Abdoulaye Diop à la mise en onde, digitalisation et mise en ligne, Meissa Mbaye, au studio de production Ibundour et Abdou Cham, régie d'antenne assurée par Pape Omar Diaw. Retrouvez Pape Ngandiaye à 13h pour le journal en Wolof. Tout de suite, la page rétro du jour. Mohamed Ali Mouba revient sur les faits marquants de l'année 2020 dans